Bonsoir à tous. Un peu plus de 24 heures après le crash du Concorde d'Air France à Roissy, 2 caméramans amateurs ont proposé leurs documents au réseau de télévision. Vous allez le voir, ces images appuient la thèse des enquêteurs, une thèse selon laquelle l'avion était déjà largement en feu juste après le décollage. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé l'examen de la boîte noire, une boîte noire retrouvée dans les décombres la nuit dernière. J'espère que nous allons voir les images dans les secondes à venir. Les voici. C'est donc 2 caméramans amateurs qui se trouvaient en voiture lorsque l'avion se trouvait lui-même en feu, juste avant l'explosion. Émotion durant toute cette journée de mercredi, tant à Gonesse sur les lieux de l'accident qu'en Allemagne, d'où proviennent la plupart des victimes. Une cérémonie s'est tenue dans le gymnase de la petite ville française. Le président de la République et son épouse y ont assisté aux côtés de plusieurs personnalités françaises et allemandes et des familles de victimes. Christian Dupont. Le président français et son épouse sont venus assister à cette cérémonie d'hommage et de recueillement dans ce gymnase de Gonesse, transformé pour la circonstance en chapelle ardente. Étaient présents également le ministre des Transports allemand et l'ambassadeur d'Allemagne en France. Et bien sûr, les familles des victimes. Une majorité d'Allemands venus d'une dizaine de villes. Ces familles n'ont rejoint Paris que très lentement au cours de la journée. Beaucoup avaient fait le trajet en voiture. À leur arrivée à l'aéroport, elles ont été prises en charge par une cellule de soutien. Des psychologues, des psychiatres, des membres de la Croix-Rouge, tout cela pour tenter autant que faire se peut d'atténuer le choc. Et cela bien sûr dans un hall de l'aéroport interdit aux journalistes. Certains parents se sont déjà rendus à la morgue installée en ville. On s'en doute, dans ce genre de catastrophe, les problèmes d'identification des victimes sont très complexes. Et les familles doivent, malgré leur douleur, aider les fonctionnaires chargés de cette tâche difficile. On en sait donc un peu plus sur les causes de l'accident lui-même. Une explosion dans un réacteur a provoqué l'embrasement du réacteur voisin et c'est donc toute la partie gauche de l'avion qui s'est trouvée privée de moteur. Le pilote espérait se poser en catastrophe sur la piste de l'aéroport du Bourget, toute proche, mais il n'a pu y arriver. Thierry Deboc. Il est à présent certain que c'est bien le moteur numéro 2, le moteur intérieur gauche, qui a pris feu dès le décollage. L'incendie s'est alors transmis au moteur, situé juste à côté, entraînant une perte de puissance et la chute devenue incontrôlable. Lorsqu'une panne survient avant une certaine vitesse sur la piste, on peut s'arrêter, on peut freiner et s'arrêter. Au-delà d'une certaine vitesse, qui est de l'ordre de 300 km/h, il faut décoller. Mais on décolle avec une panne de moteur et ça se passe bien. En revanche, la panne de 2 moteurs n'est pas contrôlable avant une vitesse qu'on n'atteint pas aux alentours de l'aéroport. On sait également maintenant avec certitude que le moteur numéro 2 avait fait l'objet d'une réparation moins d'1 heure avant le décollage. La pièce défectueuse étant alors remplacée par une autre prélevée sur un Concorde de réserve. Il est donc difficile d'imaginer que cette réparation n'ait pas un rapport avec l'accident. Cela dit, un Concorde, comme tous les quadri-réacteurs, est à même de voler avec 3 réacteurs. Le problème, c'est que sur le Concorde, ces réacteurs sont, comme on peut le voir ici, disposés 2 par 2. C'est un peu aussi le point faible de la Concorde, c'est que les 2 moteurs, ou les 4 moteurs, sont suspendus en paire. Donc s'il y a une panne, une explosion dans un moteur, il n'est pas improbable qu'il y ait des pièces qui s'introduisent dans l'autre moteur. Le Concorde est pourtant considéré comme l'un des avions les plus fiables, mais aussi l'un des plus délicats. Et si tous les spécialistes s'accordent à dire que le problème s'est déclaré au moment le plus critique du vol, à savoir le décollage, parler de statistiques comme le font certains quant au nombre de passagers transportés jusqu'alors sans le moindre problème reste quelque peu en travers de la gorge. Une jeune femme se trouvant dans l'hôtel ravagé par le crash du Concorde a réussi à s'en tirer pratiquement sans blessure. Pour éviter les flammes, elle a dû sauter par une fenêtre. Baudouin Rémy. Alice Brooking, ici à gauche, est une étudiante britannique de 21 ans. Elle logeait à l'arrière de l'hôtel sur lequel le Concorde s'est écrasé. Elle a échappé à la mort en sautant par la fenêtre de sa chambre au moment du crash. Elle était au téléphone avec sa sœur.
En fait, j'ai entendu un bruit. Cela ressemblait à un avion qui décolle. Puis il est devenu plus fort, de plus en plus fort, à un point tel que le sol a tremblé. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose. Alors je me suis dirigée directement vers la porte de l'hôtel, mais il y avait des flammes partout et pas de sortie possible. J'ai voulu sortir par la fenêtre. Je me suis penchée par la fenêtre et heureusement, le réceptionniste de l'hôtel était déjà dans le parking et il m'a crié en français « Tu dois sauter, tu dois sauter ». C'est ce que j'ai fait. Et puis, je me rappelle de très nombreux débris et de cette fumée dedans et dehors. Comment expliquer ? Et puis la chaleur aussi, elle était très forte. C'était comme dans un four. Dehors aussi, il y avait des flammes partout et beaucoup de fumée et des débris partout aussi. Comme toujours dans ce genre de cas, on regarde chez soi et on se demande « et si cela nous arrivait ?» Il y a beaucoup d'habitations aux alentours de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi qu'aux alentours des aéroports régionaux. Les voies aériennes passent par ailleurs au-dessus de Bruxelles, on ne peut donc s'empêcher de frémir. Mais jusqu'ici, les accidents ont été très rares. Jean-Christophe Willems. Le 15 février 1961, un Boeing 707 de la Sabena en approche vers Zaventem s'écrase à Berck, faisant 72 morts. C'est le seul accident concernant indirectement l'aéroport de Bruxelles-National. Par an, 300 000 avions décollent de cet aéroport et la grande majorité d'entre eux survolent la capitale. Alors autour de l'aéroport de Bruxelles, comme de tout aéroport belge et la plupart en Europe, on survole nécessairement une agglomération. La densité de la population est telle qu'on ne peut pas faire autrement. Depuis 50 ans, les banlieues de Bruxelles, Malines et Louvain se sont étendues, encerclant l'aéroport. Impossible pour un avion d'éviter toutes les habitations. Les traits noirs correspondent aux trajectoires de décollage de 2 des 3 pistes de Zaventem utilisées dans un seul sens. Actuellement, en 2000, on fonctionne avec des dispositions réglementaires relatives au non-survol de Bruxelles qui datent de 1958. Une époque où il y avait 5 fois moins de mouvements d'avions qu'actuellement. Et quant aux procédures, elles datent de 1973. Et il y a tous les jours des avions qui traversent Bruxelles de part en part ainsi que le week-end. Et en 1973, il y avait 100 000 mouvements d'avions pour 330 000 à l'heure actuelle. Il n'y avait pas de mouvement de nuit, il n'y avait pas de gros porteurs. Mais même en adaptant la réglementation, la probabilité qu'un avion en perdition touche une habitation est énorme puisque la Belgique compte plus de 300 habitants au kilomètre carré. Ainsi, en 1989, un MiG-23 soviétique à court de carburant s'était écrasé dans une campagne proche de Courtrai. Il avait tout de même heurté une maison, tuant son habitant. Mieux vaut ne pas imaginer un Concorde sur Bruxelles. Et signalons que la ministre fédérale des Transports Isabelle Durand envisage de revoir les procédures de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Bruxelles-National. Elle attend les conclusions d'un groupe d'experts. Ehud Barak et Yasser Arafat sont revenus au pays après l'échec des négociations de Camp David. Pour Arafat, l'accueil fut triomphal, une façon de témoigner au leader palestinien que son peuple le soutient dans ses revendications sur Jérusalem. La police palestinienne est toutefois en état d'alerte et Israël a mis en garde contre une explosion de violence dans les territoires occupés. Marianne Claric. Il descend de l'avion en faisant le V de la victoire. À son arrivée à Gaza, Yasser Arafat est accueilli en héros. Le vieux, comme on l'appelle ici, n'a pas cédé face aux Israéliens. Les Palestiniens lui en sont reconnaissants. En Cisjordanie, la foule est descendue dans la rue, scène de liesse populaire en l'honneur d'Abou Ammar, le nom de guerre d'Arafat. Les négociations ont calé sur la question de Jérusalem-Est, dont les Palestiniens réclament la souveraineté, et Arafat n'a pas flanché. Nous sommes venus déterminés à ne pas céder sur nos droits. Jérusalem n'est pas seulement aux Palestiniens, elle est aux Palestiniens, à la nation arabe, aux chrétiens et aux musulmans du monde entier. Jérusalem est la capitale de l'État palestinien, qu'on le veuille ou non, et que ceux qui ne sont pas d'accord aillent boire l'eau de la mer Morte. Contraste, le retour d'Ehud Barak est beaucoup moins triomphant. Bien sûr, il y a la cérémonie officielle, mais le Premier ministre israélien est revenu les mains vides de Camp David. J'étais prêt à arriver à un accord dans tous les domaines. Nous n'avons pas réussi à cause de nos voisins,
Les Palestiniens n'ont pas accédé à tous leurs rêves et ils doivent donner autant qu'ils demandent. Camp David est un échec et déjà il y a quelques débordements. À Hébron, de jeunes Palestiniens lancent des pierres sur les policiers israéliens, comme au temps de l'intifada. Mais au plan diplomatique, c'est loin d'être l'impasse. Arafat prévoit déjà de nouvelles rencontres avec les Israéliens et dans les deux camps, on envisage de reprendre le dialogue. Nous devons continuer. Nous devons négocier, avoir des contacts formels et informels avec les Palestiniens. Nous devons impliquer encore les Américains pour trouver une solution dans les prochains mois. Évidemment, en Israël, il reste l'opposition pure et dure des colons, qui manifestent ici contre les négociations de paix. Certains ont prévenu qu'ils se défendraient armes au poing. Depuis hier soir, les polices israéliennes et palestiniennes sont en état d'alerte. Et dans la bande de Gaza, ce matin, l'armée israélienne renforçait ses positions. La porte n'est pas fermée, des négociations sont toujours envisageables avant l'autoproclamation d'un État palestinien indépendant le 13 septembre. Il n'empêche, les représentations palestiniennes et israéliennes à Bruxelles ne cachent pas qu'il s'agit d'un échec, même si elles veulent rester optimistes. Pascal Bourgault. Le 13 septembre prochain, les Palestiniens proclameront l'indépendance de leur État. Il reste donc aux deux communautés à peine un mois et demi pour surmonter l'échec de Camp David. Sinon, ce sera la crise, car avec ou sans accord, les Palestiniens semblent cette fois très décidés. Il est clair qu'en septembre 13, nous sommes en droit de proclamer notre État palestinien et c'est une décision qui nous est propre, qui nous est légitime, d'après le droit international et d'après notre droit légitime à l'autodétermination reconnu par tous. Si l'État de Palestine est proclamé unilatéralement, donc sans qu'il y ait eu accord préalable, Israël pourrait y répondre par la force. Quelles mesures ont été envisagées? Nous pouvons par exemple annexer tous les territoires qui restent aujourd'hui en notre possession. Nous pouvons prendre un certain nombre de mesures pour isoler cet État palestinien. Je crois que cela serait la pire des choses, et pour les Palestiniens et pour nous-mêmes. Mais dans les deux camps, on reste optimiste. Palestiniens et Israéliens veulent croire que d'ici le 13 septembre, un rapprochement est encore possible, même si leurs points de vue sont encore très éloignés. Dans tous les cas, nous avons montré toute la bonne volonté possible pour parvenir sur toutes les autres questions à des compromis. Mais il n'est pas question pour aucun leader palestinien d'abandonner notre droit à la souveraineté à Jérusalem-Est. Toute l'histoire de l'humanité, Jérusalem a toujours été associée à l'histoire, au destin du peuple juif. C'est la raison pour laquelle, sur la question spécifique de Jérusalem, nous pensons que nous pouvons trouver des solutions. Nous n'avons pas tourné le dos à la négociation. Nous sommes encore optimistes. Nous pensons que nous pouvons trouver des solutions. Mais pour cela, il faut que la partie palestinienne consente à accepter l'idée d'un compromis. D'ici le 13 septembre, le climat risque d'être extrêmement tendu à Jérusalem et dans les territoires occupés. La marche du peuple combattant, c'est ainsi que l'on a baptisé l'une des plus grandes manifestations cubaines organisées contre l'embargo américain depuis 1962. 1 million de Cubains sont descendus dans la rue ce mercredi matin. Ils ont suivi leur chef Fidel Castro, uniforme vert olive et chaussures de sport blanches. Et puis ils ont crié « Abat le blocus, vive la patrie ». Il y a une semaine, le Congrès américain allégeait l'embargo, mais à La Havane, on demande la levée pure et simple de celui-ci. D'autres marches de protestation sont d'ores et déjà planifiées pour les semaines à venir. Un village réservé aux plus âgés, comme cela se passe aux États-Unis, c'est ce qui se prépare à Messancy, dans le sud de la province du Luxembourg. Le concept est unique dans le Benelux, mais ses promoteurs se défendent de vouloir en faire un ghetto et les futurs propriétaires semblent d'ores et déjà enthousiastes. Sonia Boulanger. 3 hectares pour 76 maisons, toutes de plein pied, à louer ou à acheter. Une zone de service allant du restaurant à la piscine, sans oublier l'agence bancaire. Voilà, en bref, le village senior conçu par un promoteur privé de la région. Mais pour quelle raison avoir fixé la barre à 50 ans? Parce que, en fait, notre clientèle se situait dans cette tranche d'âge-là. Cependant, il y avait un autre effet aussi, c'est qu'on constate que nos gouvernements pensionnent de plus en plus tôt et donc ces gens ont besoin de plus en plus de liberté et en fait recherchent un autre type de logement. On ne rajeunit pas. Il faut bien se décider à essayer d'avoir plus petit
Et alors, étant donné que ce sont tous des pleins pieds, c'est intéressant. Mon épouse aura moins de travail. Revendre une grande maison pour une plus petite, une opération financière qu'ont pu se permettre les époux amoirs. Des personnes de plus de 60 ans qui recherchaient aussi un cadre de vie plus sécurisé et mieux adapté à leurs besoins. Quant à l'image de ghetto que pourrait donner leur village... Je ne pense pas. Pour moi, pas. Parce qu'arrivé à un certain âge, je trouve qu'on se trouve bien avec les gens de notre âge et on peut sortir d'ici et on n'est quand même pas renfermé ici. Paulin Duchesne enseigne à l'université du 3e âge, à Namur, et se montre sceptique sur l'avenir d'un tel projet. Pour lui, rien ne remplacera les échanges entre les classes et les générations qui, indifféremment des âges, ont des souvenirs et un passé à partager. Il y a véritablement une mémoire à sauver et ça pourrait être un projet de vie dans un village de personnes âgées. Ces personnes seraient regroupées, travailleraient à quelque chose et travailleraient à un projet utile à la société dans son ensemble. L'idée est lancée, le domaine du lac sur les rails, aux futurs habitants du domaine de décider de quelle manière ils vivront cette nouvelle vie. Début de la semaine, la ministre des Transports Isabelle Durand relançait l'idée du permis de conduire à points. Le permis à points, c'est un peu le monstre du Loch Ness belge. Une loi de 1993 prévoyait déjà sa mise en place. 7 ans plus tard, on est toujours à l'annonce. Gérald Vandenberg nous explique pourquoi. Le permis à points, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Tous les ministres des Transports en parlent, mais personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, dès 1990, une loi prévoyait bel et bien son introduction. Le système en tant que tel, je crois, a ceci de bon qu'il mette une certaine pression de faire plus attention parce qu'on sait qu'on pourrait se voir suspendre son permis. Seulement voilà, sur le terrain, rien ne changera jamais. Durant l'été 92, les routiers français partent en grève contre le permis à points que veut leur imposer le gouvernement français. Il paralyse l'Hexagone. Le gouvernement belge ne veut pas subir le même sort. Conséquence, on ne prendra jamais les arrêtés d'application qui permettraient de concrétiser le permis à points chez nous. Je n'ai pas ici de chiffres. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, la ministre du Transport veut relancer le projet. Moi, je ne suis pas tributaire de tout ce qui s'est passé depuis des années et qui fait que cette loi existe depuis 90 ou 91 et n'a jamais été appliquée. Moi, je suis responsable de ce qui se passe dans les 4 années de cette législature-ci. Les permis à points, son principe en tout cas est acquis. Il faudra le mettre en œuvre. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit effectif, réaliste, réalisable et que dès lors, nous allons travailler sur les modalités. Seulement voilà, l'opposition au permis à points n'a pas désarmé. Non, nous n'avons pas du tout changé d'avis. Pourquoi ? Parce que nous estimons que le permis à points désavantage les chauffeurs professionnels. Isabelle Durand devra convaincre les sceptiques, mais aussi les libéraux du gouvernement qui ne voient pas toujours ce permis à points d'un bon œil. Sport, football, Anderlecht recevait les Chypriotes de Famagouste ce mercredi soir, un match que les mauvais blancs ont dominé dès la première mi-temps. Il y a eu une belle avalanche de buts, je vous propose de les revoir. Le commentaire est de Marc Delire. Baseggio, avec le numéro 10 de Zetterberg, il faudra s'habituer au nouveau numéro de Walter Baseggio. Colère attentif, on ne sait jamais, mais avec son pied gauche, il peut tenter directement. C'est ce qu'il va peut-être faire, à moins qu'une combinaison ait été mise au point. Non, le tir direct, le voilà, il part bien, et le but de Walter Baseggio. Oh, quelle belle entrée en matière pour le Sporting d'Anderlecht, 3 minutes 40 exactement. Baseggio, pas prendre de risque là, Walter Baseggio, et c'est but. Ah, c'est ridicule ce qu'il a fait là, Walter Baseggio. Et là, c'est une petite catastrophe avec ce but de Pavlovic. Van Diemen en récupération. Un petit peu plus de mouvement de la part des maillots blancs. Van der Haag. Oui, bonne passe. Stoïka. Oh, le poteau, c'est but maintenant. Yann Koller. Ah, la belle réaction anderlechtoise. Et le but de Yann Koller. 2-1. Récupération maintenant avec Koller. C'est bien fait, pas de hors-jeu. Radzinski, Koller. Il s'écarte, il tire maintenant. Oh, c'est but. 3-1 pour le Sporting. Et déjà le second but du Tchèque. Et fantastique supporters anderlechtois qui mettent une ambiance terrible dans le stade. Un stade qui n'est pas comble mais pas loin de l'être. Belle performance à cette époque de l'année. Alors pour récompenser tout cela, un but. Et bien voilà. Que demander de plus? Le gardien Panagiotou était bousculé. Les joueurs chypriotes ne rouspètent pas trop. Et c'est déjà le 3e but de Yann Koller. Les deux, pas commettre de faute. À moins qu'il ne saurait rien faire là-bas. Normalement, Anastasiou.
C'est pas sorti, mais c'est dangereux. Cette balle remise dans l'axe comme cela. De Witt qui ne sort pas. Et c'est but. Mais c'est n'importe quoi, Anderlecht en fin de période, en fin de match. Comment est-ce possible? 4-2 le score final. Beaucoup de buts. On aura vu du beau spectacle. Dommage vraiment. Ces deux erreurs qui gâchent un petit peu la fête. En sport toujours, notre principal espoir de médaille aux Jeux Olympiques de Sydney, c'est Mohamed Mourite. Il est sur le point d'entamer son ultime préparation avant les Jeux, ce qui signifie que l'athlète a dû sacrifier sa saison estivale, une saison traditionnellement riche en meetings. Mourite ambitionne de décrocher une médaille olympique sur 5000 ou 10 000 mètres. Grégory Baillet. C'est au Maroc, entre 1700 et 2000 mètres d'altitude, que Mohamed Mourite a soigneusement préparé les Jeux Olympiques de Sydney. Après près de 3 mois passés à Ifrane, à 300 km de Casablanca, le champion du monde de cross-country est de retour en Europe pour aborder la dernière phase de sa préparation en participant à plusieurs meetings. Le premier à Oslo vendredi, ensuite il y aura Heusden, Zurich, Monaco et le Mémorial Van Damme. Au Van Damme, le 25 août prochain, Mourite s'attaquera au record d'Europe du 5000 mètres. Cela dit, le principal objectif durant ces meetings consistera à se juger, mais aussi à juger les autres. Pour les meetings, on cherche le rythme de compétition et on va voir les concurrents qui courent chacun contre l'autre. Et on va voir la tactique des courses et savoir ce qui s'est passé, ce qui a changé, de nouveaux athlètes. Courir le 5000 ou le 10 000 mètres à Sydney, pour Mourite, impossible à ce jour de trancher. Peut-être 5 ou 10 ou peut-être les deux. Ça dépend de ce que j'ai dit, des athlètes, des meetings. Et après, on va voir. Pour la première et dernière fois de sa carrière, Mourite base toute sa saison en fonction des Jeux Olympiques. En l'absence de Van Lier et de Burggraaf, Mourite représente sans doute notre plus grande chance de médaille à Sydney. Pour moi, je vais faire le maximum possible de faire quelque chose de beau. J'espère d'avoir quelque chose, mais pour l'instant, je fais toutes les choses en sérieux et j'espère que ça va y aller. Fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information à 12h45 en compagnie d'Anne Goderniot, 19h30 François de Brigode. Je vous retrouverai en fin de soirée sur la 2. D'ici là, excellente journée.